Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire autour de l'eau, une ressource sous tension. Je suis Nathalie Lourdel et je vais être le fil rouge de cette journée. Dans quelques instants, on va démarrer. Si vous le souhaitez, vous avez le chat pour dire bonjour. Je vois qu'il y en a qui ont déjà connecté, vous êtes nombreux aujourd'hui. Et pour qu'on puisse répondre à vos questions, vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Et on essaiera de passer un maximum de questions-réponses pour que vous puissiez avoir vos réponses. Émilie, je te laisse la parole. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Émilie Renard, directrice du CVRH Arras-Valenciennes, et avec toute l'équipe d'Agir pour les transitions et Nathalie, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouvel événement proposé en fait sur l'eau, une ressource sous tension. Pour mémoire, l'équipe d'Agir pour les transitions est composée d'à peu près une quinzaine de personnes dans les services en fait des Hauts-de-France. Donc, toutes les DDTM et l'ADREAL sont représentées, et d'un comité de pilotage qui associe la DDTM du Nord, l'ADREAL, le CVRH d'Arras-Valenciennes. Je tiens à remercier chaque contributeur à cette démarche innovante initiée en 2018 et dont l'équipe intégratrice n'a cessé de se renouveler. Donc, vous pouvez voir sous les yeux, normalement, une petite photographie avec l'ensemble de l'équipe technique, donc composée de Lauriane Isberg et d'Élodie Pat-Gondran de l'ADREAL, Vanessa Hermé-Coursier de la DDTM du Nord, Sandrine Génie, Jonathan Leleu, David Noyel, Emmanuel Duhé, Vianney Clairbout du CVRH Arras-Valenciennes, Guillaume Morisseau de la DDT de l'Oise, Caroline Gontier-Gilis de la DDTM du Pas-de-Calais, Thomas Bossuy de la DDT de l'Aisne, Emeline Gorlier de la DDTM de la Somme. Donc vous ne les voyez pas, mais ils sont connectés. L'équipe pilote est également composée d'Antoine Lebel et Philippe Chaban à la direction de la DDTM du Nord, Mathieu Dehoise, DREAL adjoint, et Frédéric Carlier de la DREAL, et moi-même, donc directrice du CVRH d'Arras-Valenciennes avec Perrine Le Sabre. Je remercie Nathalie Lourdel du cabinet Autrement, notre consultante, qui anime la démarche avec beaucoup d'énergie et d'engagement, de dynamisme et qui assure aujourd'hui notre fil rouge. La démarche Agir pour les transitions, c'est un cycle qui explore 2 ou 3 thématiques par an. Elle a pour but en fait d'outiller les agents du pôle ministériel afin de les accompagner dans la transition écologique en cours. Il s'agit de mobiliser, favoriser l'innovation et manager les transitions écologiques et solidaires. C'est une belle ambition à l'heure où la sobriété est de mise et où les rapports du GIEC nous imposent d'agir. Agir pour les transitions a pour ambition de se déployer dans d'autres CVRH et un plan national de formation à la transition écologique est en cours de déploiement pour tous les cadres supérieurs de l'État à échéance 2024. L'échéance est fixée en 2027 pour former dans une seconde vague tous les agents du pôle ministériel. L'an dernier, le webinaire portait sur la loi climat-résilience et plusieurs ateliers en présentiel s'étaient tenus. Les derniers événements organisés cet été dans les Hauts-de-France pendant les universités d'été étaient dédiés aux ateliers en distanciel en juillet et en août sur faire face au déni écologique, les clés et outils pour mobiliser sur les transitions, influencer les comportements en faveur des transitions écologiques. Ce webinaire 2024 porte sur le thème de la ressource en eau, à l'heure où le département du Pas-de-Calais est en vigilance rouge inondation pour l'Aa et la Liane et en orange pour d'autres cours d'eau. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la sécheresse. Il importe de se préparer et d'anticiper ces événements pour mieux les gérer. C'est l'objet de ce webinaire. Le changement climatique modifie notre façon perceptible du cycle de l'eau. Les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et débutent plus tôt dans l'année. Donc, il est nécessaire de bien comprendre en fait comment préserver cette ressource. Donc, beaucoup de questions vont sans doute se poser. J'espère que vous obtiendrez un maximum de réponses. Et je passe la parole en fait à Nathalie Lourdel du cabinet Autrement, École Un autre regard, notre fil rouge pour ce webinaire. Et je vous souhaite surtout à tous un bon webinaire apprenant et inspirant pour agir et aller plus loin. À bientôt. Merci beaucoup, Émilie. Alors, du coup, 3 temps forts dans ce webinaire. Tout d'abord, un premier temps autour de la complexité des enjeux liés à l'eau. Et vous allez le voir à travers un diaporama. Je vais inviter bientôt Gauthier Turcot à me rejoindre pour pouvoir présenter cet élément. Dans un deuxième temps, on aura une première table ronde sur les acteurs de l'eau avec une vision globale de l'Agence de l'eau, de l'ADREAL et aussi de la DDTM 62. Et on aura un deuxième temps et vous aurez des questions-réponses. Donc, je vous remercie pour vos petits messages dans le chat. Je vois que vous êtes nombreux et je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite quand vous voulez intervenir directement avec les présentateurs, parce que c'est intéressant aussi que vous ayez des réponses concrètes à certains éléments. Donc après, on parlera des solutions et on aurait encore à nouveau un temps de débat, questions-réponses à la fin. Et restez bien jusqu'à la fin, puisqu'on aura dans les conclusions aussi les suites, des ressources et tout un tas d'autres éléments à vous partager.
Alors, je vais inviter Gauthier Turcot à me rejoindre. Il nous a prévu, parce que c'est un sujet complexe, un panorama synthétique qui va nous permettre aussi de prendre ce recul sur les enjeux de l'eau. Gauthier Turcot, il est adjoint au responsable de la délégation bassin Artois-Picardie de la DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Merci d'être avec nous. Merci. Et merci d'avoir fait cet effort et vraiment, c'est un effort de synthèse parce que c'est un sujet dont on pourrait parler pendant 1 heure. Il a fait un effort de concision et on vous écoute pour nous parler de ces enjeux et la complexité liée à l'eau. Merci Nathalie, bonjour à tous. Tout d'abord, pour débuter cette question des enjeux liés à l'eau, quelques éléments généraux concernant la ressource en eau. Donc l'eau couvre environ 70% de la planète, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue, mais dans toute cette eau, il y a moins de 3% qui est de l'eau douce. Et dans cette eau douce, on a moins de 1% qui concerne les nappes souterraines et les lacs, fleuves ou rivières, et c'est cette petite part finalement qui nous est utile pour la majorité de nos besoins en eau au niveau de l'activité humaine. Et donc, on peut déjà relativiser un peu ce sentiment d'abondance par rapport à la ressource en eau. Alors, c'est la même eau qui circule depuis des milliards d'années sur Terre, selon un cycle bien connu, le grand cycle de l'eau. Donc, l'eau s'évapore au niveau de la mer, généralement, majoritairement au niveau de la mer. Elle se crée des nuages avec l'eau qui voyage avec les vents et quand la densité des molécules d'eau est trop importante, il pleut. Et au moment de la pluie, là, plusieurs options s'offrent à la goutte d'eau. Soit elle s'infiltre dans les sols et elle recharge les nappes souterraines, soit elle ruisselle pour rejoindre les rivières, ou soit elle est directement captée par les plantes qui en profitent pour croître et pour ensuite respirer et relarguer de l'eau dans l'atmosphère. C'est ce partage de l'eau au niveau de la pluie qui est vraiment crucial au niveau du fonctionnement du grand cycle de l'eau, puisque le partage entre ces 3 voies pour la goutte d'eau au moment de la pluie, il dépend de plusieurs facteurs, il dépend des saisons, puisque en effet, dans les saisons, en saison de printemps ou d'été, une majeure partie de l'eau qui pleut est captée par les plantes qui croîtent. Et elle est aussi en fonction de l'intensité des pluies. Plus on a des pluies intenses, plus il y a du ruissellement. Et en fonction aussi de la nature des sols, puisqu'un sol artificialisé par l'homme ne permet pas l'infiltration, ou un sol qui est déjà humidifié par des pluies intenses ne permet pas non plus l'infiltration. Le changement climatique vient aussi modifier le fonctionnement de ce grand cycle de l'eau, puisque la hausse des températures va accélérer le phénomène d'évapotranspiration. Donc, on va avoir plus d'eau qui va s'évaporer. Les sols seront davantage asséchés, ce qui réduira la possibilité d'infiltration et qui générera un certain nombre de désordres sur les constructions, notamment avec le retrait-gonflement des argiles. Et on prévoit une augmentation de l'intensité des précipitations, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'infiltration possible et beaucoup plus d'inondations à attendre. Et on en voit déjà aujourd'hui un certain nombre de conséquences. On aura aussi, au niveau du cycle de l'eau, une élévation du niveau des océans, qui est essentiellement due à la dilatation de l'eau dans les océans et aussi un peu à la fonte des glaces. Un petit point sur les différents usages de l'eau par l'homme. On peut les classer en grandes catégories. Il y a bien évidemment les usages domestiques, boissons, sanitaires, tout ce qui est douche et bain, lavage du linge. Il y a les usages industriels. L'eau est un ingrédient majeur de l'agroalimentaire, mais aussi l'eau est très utilisée dans un certain nombre de process industriels, notamment dans tout ce qui est solvant. On utilise beaucoup d'eau pour tout ce qui est lavage des cuves, lavage des machines dans toutes les industries. Et l'eau est indispensable pour les systèmes de réfrigération, notamment dans tout ce qui est logistique alimentaire. Et bien sûr, on a besoin d'eau pour tout ce qui est réserve incendie. L'eau est aussi indispensable, bien évidemment, pour tout ce qui est de l'agriculture et de la pêche, en irrigation, pour abreuver le bétail, pour permettre la culture de poissons en pisciculture ou la conchiliculture. Deuxième usage qu'il ne faut pas oublier, l'usage énergétique. L'eau est indispensable, bien évidemment, pour produire de l'hydroélectricité, mais aussi pour le refroidissement des centrales nucléaires et aussi pour produire de la géothermie ou faire fonctionner différents circuits de chauffage. Enfin, l'eau est utile aussi dans nos activités pour le transport. Sans eau, pas de canaux,
pas de rivières canalisées. Et pour un certain nombre d'usages de loisirs, les piscines, le ski avec la neige artificielle, les patinoires, chasse et pêche loisirs. Comme on le voit, l'eau est donc partout, utile à pratiquement l'intégralité de nos activités sur Terre. Et donc, on en a vraiment besoin pour faire beaucoup de choses. Petit rappel sur le petit cycle de l'eau et l'usage de l'eau à des fins domestiques. La consommation moyenne d'un ménage, c'est environ 149 litres par jour et par personne en France. Pour info, il était de l'ordre de 20 litres par jour en 1900, 106 litres par jour en 1975 et on était monté jusqu'à 165 litres par jour dans les années 2000. Donc on voit qu'en termes de dynamique, on consomme de plus en plus d'eau avec un ralentissement de la consommation, voire une baisse depuis 20 ans, grâce notamment à des politiques de sobriété et de travaux sur les fuites. 149 litres par jour et par personne, c'est en France. La moyenne pour les Hauts-de-France est un peu en dessous, aux alentours de 125 litres par jour et par personne. Alors, c'est pas parce qu'on se lave moins, mais c'est peut-être parce qu'on a moins de piscines à remplir l'été par rapport au secteur de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui monte à 228 litres par jour et par personne. Gauthier, je vais me permettre juste, parce qu'il y a une question d'Anastasia qui demande d'où sont issus les chiffres que vous donnez. Alors, de diverses sources d'observatoires de l'eau et notamment du système d'information des services publics d'eau et d'assainissement, SISPA, qui est un observatoire mis en place depuis maintenant 15 ans, avec une obligation des collectivités compétentes en matière d'eau et d'assainissement de renseigner ces éléments. Merci de cette précision. Donc, on le voit pour l'usage domestique, la majorité, c'est pour les bains et les douches, mais on a quand même 20% de l'eau utilisée, soit 30 litres par jour, qui correspondent aux chasses d'eau. Et là, on a, par rapport à l'ensemble de ces usages, des économies potentielles à faire par une attention particulière des particuliers, je pense. Le petit cycle, comment ça fonctionne pour avoir de l'eau potable chez soi? En fait, on a un captage d'eau qui est réalisé soit dans des eaux souterraines, dans des nappes souterraines, soit en rivière. En Hauts-de-France, c'est majoritairement en eau souterraine. 95% de l'eau potable est issue des nappes souterraines d'eau. On a aussi une usine de traitement de potabilisation afin que l'eau soit rendue potable. Elle est stockée dans des châteaux d'eau en général et distribuée par gravité et par des pompes auprès des particuliers. Le traitement se fait soit sur place, par le biais d'un assainissement non collectif, ou soit il y a une collecte des effluents des maisons pour être acheminé vers une station d'épuration qui traite l'eau et qui la rejette au milieu naturel, dans la majorité des cas en rivière pour la région des Hauts-de-France. Alors, puisqu'on parle de la région des Hauts-de-France, si on devait donner une caractéristique principale de cette région, quelle est-elle? Je vous ai laissé réfléchir. C'est bien évidemment le plat pays, comme le chantait Jacques Brel. Donc, une région éminemment plate, avec un point culminant, il me semble, du côté de Hanovre, j'ai dû le noter quelque part, à 271 mètres pour le point culminant de la région des Hauts-de-France. Donc, le fait que cette région soit plate et donc cette planitude a généré une myriade de petits cours d'eau au débit très faible. Donc, les débits faibles des cours d'eau, ça ne permet pas d'une grosse capacité de dilution des polluants qui arrivent dedans. Pour comparaison, la Lille a un débit moyen de 8 mètres cubes secondes, la Somme à Amiens 15 mètres cubes secondes, et pour le Rhône à Lyon, on monte à 650 mètres cubes secondes. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport de capacité d'acceptation d'effluents urbains ou de polluants industriels dans le fleuve. Ces petits cours d'eau aussi génèrent un phénomène de sédimentation. Sans gros débit, les polluants sédimentent et se retrouvent dans le fond des lits des rivières. On a donc ce plat pays qui génère des crues étendues et longues. On le voit aujourd'hui tragiquement dans le Pas-de-Calais. Ces crues sont à l'origine aussi de la richesse des terres agricoles, avec le limon qui a été déversé par ces crues au fil des siècles. Et ça a généré depuis tout temps de nombreux travaux d'endiguement des cours d'eau des Hauts-de-France pour les contenir en fait dans leur lit. Le territoire est plat, donc quasi tout est cultivable ou aménageable. On a peu de sanctuaires de nature, comme d'autres régions peuvent avoir des zones de montagne où rien n'est aménagé, où on a des cours d'eau de très très bonne qualité. Et ce phénomène de planitude a aussi permis le développement aisé de tout style d'infrastructures, trains, routes, dont les canaux, puisqu'il ne faut pas beaucoup d'écluses pour attraper les dénivelés
entre deux rivières. Quelques chiffres clés toujours sur la région des Hauts-de-France. 75% des habitants, des 6 millions d'habitants, sont situés en zone urbaine. On a donc vraiment une densité de population très sectorisée sur la région. Un linéaire très important de petits cours d'eau, donc 18 000 km de cours d'eau. Il ne faut pas oublier qu'on est une région côtière avec 3 départements qui ont une façade maritime pour 270 km de côte. Un prix moyen de l'eau à 4,84 € qui est bien supérieur à la moyenne française de 4,34 €, dû notamment aux efforts à faire en matière de traitement des pollutions, des polluants urbains pour permettre la dilution des polluants et la capacité du milieu à accepter ces effluents, et une pluie moyenne annuelle inférieure à la moyenne nationale, contrairement à toutes les idées reçues. Il pleut en moyenne 800 mm en Hauts-de-France contre 890 au niveau de la moyenne nationale. Et sur ces 800 mm de pluie, seulement 200 mm sont de la pluie efficace, c'est-à-dire de la pluie qui soit s'infiltre, soit ruisselle et regagne les cours d'eau, contre 300 mm en France entière. L'état des lieux de la région, au niveau des cours d'eau, seulement 22% des cours d'eau sont en bon état écologique, selon les critères d'évaluation issus de la directive européenne cadre sur l'eau. Alors, seulement 22% des cours d'eau sont en bon état écologique, mais un certain nombre sont en état moyen, proche du bon état, ce qui est quand même tout de même assez encourageant. Mais on a un passif de modification, de rectification des cours d'eau, comme on l'a vu auparavant, qui ne permet pas de gagner rapidement une très bonne qualité écologique dans nos rivières. 18% des cours d'eau sont en bon état chimique, mais 93% le sont si on ne considère pas les substances ubiquistes, c'est-à-dire les substances rémanentes dans l'environnement, issues soit de pollution historique, soit de pollution atmosphérique, les résidus de combustion notamment. Les 7% donc restants déclassés par des substances polluantes actuelles, on va dire, et venant des rejets d'eau potable, le sont par des substances phytosanitaires, donc issues des traitements agricoles, ou des substances d'origine industrielle. Pour les nappes souterraines, 31% des nappes souterraines sont en bon état chimique. Celles qui sont en mauvais état le sont principalement à cause des substances phytosanitaires ou des nitrates, principalement issus donc de l'activité agricole. Et on a un temps de latence entre l'émission de polluants et leur apparition dans les nappes qui font qu'on est sur des pollutions qui sont issues d'activités qui ont, pour certaines, parfois plusieurs dizaines d'années. En termes de quantitatif, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à la ressource et à la notion de quantitatif, 97% des nappes d'eau souterraines de la région des Hauts-de-France est en bon état quantitatif. Une seule masse d'eau, en fait, ne l'est pas. C'est la nappe des calcaires de Roubaix-Tourcoing, qui est partagée entre la France et la Belgique et qui a été de tout temps surexploitée pour l'activité industrielle. Et on est aujourd'hui sur une trajectoire pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des prélèvements soit inférieur aux capacités de recharge de cette nappe par infiltration. Alors, 97% des nappes d'eau en bon état quantitatif, ça pourrait être rassurant. Ce sont des évaluations qui sont faites sur des chroniques longues, mais depuis 2017 et les épisodes récurrents de sécheresse, cette trajectoire est mise à mal. On ne garantit plus aujourd'hui le bon état quantitatif à court ou moyen terme. On est passé en Hauts-de-France d'un sentiment d'eau facile à un sentiment d'eau fragile depuis ces dernières années et ces épisodes de sécheresse, surtout depuis 2017. Les territoires de la région sont inégalement pourvus en ressources. Cette carte qui montre la partie nord de la région des Hauts-de-France montre que le territoire du Dunkerquois, qui est un secteur actuel de fort développement économique pour la région des Hauts-de-France, ne dispose pas d'une eau potabilisable sur son territoire. Il doit donc faire venir de l'eau d'autres territoires. Des territoires qui sont heureusement interconnectés, alors en termes d'eau de surface par les rivières et les canaux qui relient l'ensemble des rivières. On a un territoire fortement connecté par des canaux de navigation et connecté aussi par des réseaux d'eau potable qui permettent de faire transférer d'un territoire à l'autre des quantités d'eau potable si les territoires qui sont en capacité de le faire disposent bien de cette ressource à transférer. Et aujourd'hui, on assiste donc sur l'ensemble des Hauts-de-France à des territoires qui sont d'ores et déjà identifiés comme en tension quantitative à court ou moyen terme, à court terme en rouge, à moyen terme en jaune sur cette carte, c'est-à-dire qu'on considère que en fonction des besoins qu'ils ont, de leur développement et de la ressource qu'ils ont au sein de leur territoire,
on doit réfléchir de manière urgente à comment mieux gérer le partage de la ressource. Les usages de l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, connaissent des dynamiques différentes suivant les usages. Les besoins domestiques sont stables, voire légèrement en baisse, comme on l'a pu le voir, mais sont parfois intenses. On peut avoir sur certains secteurs un château d'eau qui est prévu pour alimenter un secteur sur 1 à 2 semaines, qui est vidé en un dimanche après-midi parce que c'est le premier week-end de beau temps et que l'ensemble des personnes sur ce territoire remplissent les petites piscines des particuliers. Donc on peut avoir de manière très ponctuelle une crise de gestion de la ressource sur certains territoires en termes d'eau potable. Les besoins industriels, depuis les années 50, sont en baisse, mais on a aujourd'hui une politique de réindustrialisation qui tend à réimplanter un certain nombre d'industries sur la région, ce qui est une très bonne chose, mais un certain nombre de ces industries, pour permettre d'exister, doivent avoir un accès à de la ressource en eau et nécessitent beaucoup d'eau. En termes de besoins agricoles, on constate une forte hausse de l'utilisation de la ressource en eau pour pouvoir notamment pallier au phénomène de sécheresse et au manque de précipitations constatés durant divers étés depuis 2017. C'est un besoin qui est concentré sur une courte période, l'été, et on est aussi dans une trajectoire de politique d'indépendance alimentaire qui fait qu'on réfléchit à réimplanter un certain nombre de cultures qui sont parfois fort consommatrices en eau potable, en eau. L'irrigation des pommes de terre, notamment, est un développement. Enfin, la région connaît aujourd'hui un fort développement de cette culture et l'irrigation consomme beaucoup d'eau. Les besoins énergétiques, on table aussi sur une hausse des besoins, notamment dans le cadre d'une politique d'indépendance énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et pour les transports, potentiellement en hausse, puisqu'avec la hausse des températures, on a un plus grand phénomène d'évaporation au niveau des canaux. Donc, il va falloir recharger davantage pour maintenir le niveau normal de navigation. Et on a aussi des grands projets qui se créent dans la région, notamment le canal Seine-Nord-Europe, qui aura besoin aussi d'eau pour pouvoir fonctionner. On a vu tous les besoins humains, on a vu les dynamiques, mais il ne faut pas oublier les besoins des milieux, les milieux aquatiques et des espèces. Il faut réserver dans chaque rivière un débit minimum biologique pour que puisse perdurer l'ensemble des espèces végétales et animales. On a tendance à l'oublier, à l'éluder, mais on a besoin d'eau douce à la mer pour pouvoir notamment maintenir la biodiversité marine qui se crée essentiellement dans les zones de rencontre entre eau douce et eau marine, et aussi pour pouvoir maintenir toute l'activité conchilicole, puisque cette activité est liée à un brassage des eaux douces et des eaux marines. Enfin, on a un besoin d'eau aussi pour maintenir la sécurité d'un certain nombre de constructions, puisque l'abaissement de niveau des nappes phréatiques entraîne parfois des désordres sur les fondations des maisons, comme on a pu le connaître dans le Vieux-Lille, avec l'effondrement d'immeubles historiques dont les fondations étaient en bois et implantées dans la nappe. Alors, emblématique du nord de la région des Hauts-de-France, les moules frites, aujourd'hui, on peut considérer que c'est un plat qui va perdurer. Dans 10 ans, si on favorise trop le développement des frites, on pourrait imaginer la fin de la mytiliculture, puisqu'il n'y aurait pas assez d'eau douce à la mer pour maintenir cette production. Les enjeux de l'eau, donc, aujourd'hui, c'est savoir réduire les pollutions, prévenir et gérer le trop peu d'eau, mais aussi le trop d'eau, comme on le voit en ce moment, et éviter la disparition de la biodiversité, tout ce qui est espèces et habitat. Je vous remercie. Un grand merci Gauthier pour c'était un challenge en si peu de temps de nous brasser tous ces enjeux autour de l'eau, autour de l'aspect gouvernance, l'aspect quantité, l'aspect qualité, l'aspect aussi environnemental et biodiversité. Il y a eu une première question. Oui, les supports vous seront transmis parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'informations. Merci pour avoir été aussi imagé et illustré dans cette présentation. On sent l'expertise derrière. Et on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à les mettre dans l'onglet questions pour que ce soit plus facile. Donc, oui, à la question, vous aurez les supports. Et attendez la fin du webinaire où je vous explique comment retrouver tous ces éléments. Alors, plusieurs questions ont été posées. Il y a une question autour des conséquences de la désalinisation en anticipation. Est-ce qu'on peut désaliniser l'eau et est-ce que ça aurait des conséquences si on faisait de façon trop importante? Alors oui, on peut désaliniser l'eau. C'est une technique qui existe et qui est déjà éprouvée dans certains pays. Ceci dit, ça coûte très cher et ça coûte aussi de l'énergie. Et on est dans un contexte où le coût de l'énergie n'est pas non plus dans une trajectoire très favorable.
Donc, on peut toujours imaginer développer des filières de désalinisation de l'eau de mer pour avoir de l'eau douce et de l'eau potable, mais il faut savoir que ça a un coût en énergie qui est très important. Et il faut savoir aussi qu'on produit de la saumure, c'est-à-dire tout le sel qu'on va retirer de cette eau de mer, il faut bien le mettre quelque part. Et le fait de le déverser directement à la mer génère aussi un certain nombre de désordres sur la biodiversité et sur la qualité des eaux marines. Très bien. On va passer à une autre question de Maxime qui demande si l'état écologique de l'eau est en amélioration ou en dégradation. Alors, quand on regarde sur une période longue, notamment pour la partie des Hauts-de-France, on peut se rassurer sur le fait qu'effectivement, on est parti de très loin avec un territoire qui a été fort artificialisé, fort malmené au niveau de la qualité écologique des cours d'eau, et on est sur une trajectoire quand même de gagner plusieurs classes de qualité au fur et à mesure des années, grâce aux efforts qui sont faits, notamment sur la qualité sur la renaturation des rivières et sur le respect des normes de rejet. Alors ça va doucement, ça pourrait aller plus vite, mais ça va doucement, mais on est quand même dans une phase d'amélioration, et ça c'est rassurant. Ils ont dû sentir votre côté technique, Gauthier, parce qu'il y a une question très technique de Jean-Michel sur les munitions enterrées de la Première Guerre mondiale influent-elles sur la qualité des eaux souterraines? Alors effectivement, sur certains secteurs, il y a eu des zones où on a enfui l'ensemble des munitions de la Première Guerre mondiale, et ça génère une pollution au perchlorate notamment, et sur des secteurs très 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 identifiés, hein, et donc cette pollution est bien identifiée, et il y a des plans d'action spécifiques pour pouvoir agir sur cette pollution. Mais sur certains secteurs de la région, effectivement, on revoit dans les eaux souterraines apparaître les pollutions dues à l'enfouissement des munitions de la Première Guerre mondiale. On a tout un tas d'autres questions. Je vais essayer d'en prendre un maximum, mais vous me pardonnerez, parce qu'on a aussi la table ronde juste après. Il y a Pascal qui demande s'il faut revoir les débits réservés des cours d'eau au vu des concentrations des molécules chimiques en cas d'étiage et de réchauffement des masses d'eau. Alors, j'essaie de bien comprendre derrière... Vous voulez que je répète la question? Je pense que le débit réservé des cours d'eau, il doit être en fonction afin de permettre la vie aquatique et la vie des espèces. Et on doit donc, du coup, s'assurer que les prélèvements pour l'activité humaine n'altèrent pas le maintien de cette vie et ces espèces. Et si, donc, on constate que la pollution met à mal, de par un mauvais phénomène de dilution, la vie de ces espèces, on doit effectivement re-questionner ces débits minimums. Et très bien, merci. Il y a beaucoup d'autres questions. Je vais essayer d'en prendre une dernière. Est-ce qu'il y a un contrôle du remplissage des piscines par les particuliers lors d'arrêtés de sécheresse? Alors, il est possible qu'il y ait un contrôle du remplissage des arrêtés de piscine lors des arrêtés de sécheresse, puisque c'est une interdiction qui est portée par un arrêté préfectoral, et au titre de la police de l'environnement, un certain nombre d'agents sont assermentés au sein de l'Office français pour la biodiversité, au sein des DDT, au sein d'un certain nombre d'autres organismes, et peuvent avoir dans leurs attributions d'aller vérifier que les particuliers ne remplissent pas leurs piscines, n'arrosent pas leur jardin ou ne nettoient pas leur voiture sur la voie publique. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, il me semble, sur la région. Et je vais prendre une dernière question d'Anastasia. Peut-on quantifier l'impact du changement climatique sur la ressource en eau? Alors, c'est un élément qui, aujourd'hui, nous occupe beaucoup, puisqu'on ne peut pas parler d'un partage de l'eau, de la ressource dans les années à venir sans prendre en compte ce facteur-là. On travaille sur plusieurs scénarios à partir des données éminemment scientifiques qu'il faut comprendre, analyser et essayer de traduire en termes de trajectoire sur la région. Je pense qu'on déflore un petit peu peut-être les discussions qui auront lieu après sur les outils, mais évidemment, il faut le prendre en compte et aujourd'hui, c'est vraiment l'un de nos axes de travail majeurs pour pouvoir anticiper la ressource de demain. Un grand merci à Gauthier Turcot de nous avoir éclairé avec ses aspects illustrés et synthétiques sur la complexité des enjeux de l'eau. Merci à vous tous pour les questions et je vous propose qu'on continue la table ronde et vous aurez tous les supports de Gauthier qui ont été préparés spécialement et qui sont assez clairs et illustrés. Merci encore. Donc j'invite Thierry Vatin, Marc Regrevet et Olivier Maury à me rejoindre pour la table ronde où on va aller un peu plus loin sur tous ces sujets liés à l'eau. Merci à vous. Donc, Thierry Vatin, qui vient d'arriver, est directeur de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Marc Grevet, il est chef de service eau et nature
à la DREAL, et Olivier Maury, qui est là et présent également, est chef de service environnement à la DDTM 62. Merci à vous de m'avoir rejoint, et je vais commencer, et de la même manière, continuer à poser vos questions aux intervenants. C'est aussi riche de compléter leurs propos. J'ai une première question pour vous, Monsieur Watin. Quel est le rôle de l'Agence de l'eau et la politique de l'eau à l'échelle du bassin? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Très bien. D'abord, peut-être dire une chose, c'est que la politique de l'eau implique de façon, je dirais, assez forte un ensemble d'acteurs. Donc, je vais parler du rôle de l'Agence de l'eau, mais c'est je dirais, un groupe d'acteurs, d'abord État et opérateurs, mais c'est aussi les collectivités qui sont directement compétentes dans le domaine de l'eau. Alors, donc rapidement quand même sur un premier point qui a été un peu développé par Gauthier, c'est bon, même très développé sur les enjeux. J'ai envie quand même d'éclairer en complément pour dire que je dis souvent nous n'avons pas d'eau magique. Alors Gauthier Turcot l'a dit, c'est un pays plat, mais ça veut dire quoi? C'est basique de le dire, mais il n'y a pas d'eau magique. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les autres bassins, pratiquement, avec les reliefs montagneux, ben, on a des barrages hydrographiques avec des grandes réserves d'eau. On a des glaciers, on a de la neige, on a de l'eau qui ruisselle dans la montagne, enfin bref, et surtout des torrents, des cours d'eau torrentiels. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça, et du coup, où est l'eau? Ça a été dit, l'essentiel finalement de notre réservoir d'eau est sous nos pieds. 95% de l'eau qu'on utilise pour tous les usages, on les puise dans les nappes, et ce volume est limité. C'est peut-être une chose qu'il faut dire, c'est de l'ordre de 500 millions de mètres cubes, hein, voilà. Et on prélève aujourd'hui la totalité de cette réserve. Donc, on est dans une difficulté, enfin, je voulais souligner, c'est que on a très peu de marge de manœuvre. Et on sait qu'à l'horizon 2050, parce que ça, c'est des études que nous avons menées collégialement avec les services de l'État, on aura une baisse à l'horizon 2050 d'à peu près 20% de ce volume. Donc, l'équation qui est devant nous, c'est comment on fait avec des usages qui augmentent, et notamment, ça a été dit, des usages industriels ou des usages agricoles, et une ressource qui baisse. Donc, on est dans une équation compliquée. Et deuxième terme de cette équation compliquée, c'est que plus la ressource baisse, plus la qualité baisse. Il y a un lien très fort, quantité-qualité, puisque vous voyez, Turcot l'a dit, qu'on est directement impacté dans ces nappes phréatiques par les pollutions diffuses, en particulier agricoles, pas que, mais en grande partie. Plus le volume diminue, plus les concentrations augmentent. Et donc, notamment, on le voit très bien sur nos captages et nos captages prioritaires, c'est la ressource de l'eau potable, elle est là, hein. Eh bien, on va avoir de plus en plus de problèmes de qualité. Donc voilà quand même pour compléter un peu le tableau et pour dire que c'est pour ça d'ailleurs hein, que l'enjeu numéro 1 dans notre bassin, c'est la sobriété. Et c'est le même message d'ailleurs qu'on a passé l'an dernier sur l'énergie. Le premier enjeu, c'est comment on fait pour économiser de l'eau, et c'est tout à fait possible. Voilà, alors je voulais compléter en disant ça parce que ça va reboucler avec la politique de l'eau. Elle est d'un côté pour nous, la politique de l'eau, c'est la directive cadre sur l'eau, ça a été dit, c'est le bon état écologique des masses d'eau, mais le défi est immense. Turcot l'a dit, on est à 22%. Il faudrait qu'on soit dans 6 ans à 50%. C'est quand même pas loin d'être la mission impossible. Et en même temps, on a le changement climatique, même si on a fait des efforts effectivement énormes et des progrès énormes, mais on a le changement climatique quelque part qui recule la cible, puisque effectivement, moins de quantité, concentration des pollutions, plus événements un peu catastrophiques, que ce soit en sécheresse ou en pluie. Voilà. Donc, quelles sont les missions de l'agence? Je vais quand même répondre à votre question. Elles sont directement liées à ça. C'est-à-dire que notre mission est en lien avec les services de l'État encore. Hein, c'est bien d'atteindre ce bon état écologique à 50%. Et donc, c'est le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau qui est piloté par l'agence, mais avec les services de l'État. Évidemment,
Il va falloir réduire de façon drastique les pollutions diffuses et tout ce qui est micropolluant. C'est un enjeu majeur, notamment pour les captages. La question de la trajectoire sobriété. Donc, nous avons décidé, le plan eau, en fait, décidé par le président de la République, a décidé de réduire de 10% les prélèvements en eau dans le bassin à un horizon assez court, finalement, c'est 2030. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir que, ouais, j'ai dit, on va avoir en gros moins 20% à l'horizon 2050. Il faut qu'on gagne tout de suite 10% dans les 6 ou 7 ans qui viennent. Ça va très vite. Voilà. Ce que je propose, M. Batin, c'est qu'on revienne sur ces éléments avec les solutions dans un deuxième temps, dans la deuxième table ronde. Mais là, peut-être qu'on prenne le temps de voir le rôle de l'État aux différentes échelles avec Marc Grevet qui travaille, lui, à l'Adréal. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, ça a été évoqué, hein, il y a la politique de l'eau en France et en Europe. Elle se fait d'abord aux échelles hydrographiques. Donc, on a les grands bassins nationaux hydrographiques, dont le bassin Artois-Picardie et le bassin Seine-Normandie en ce qui concerne les Hauts-de-France, en gros 2 tiers, 1 tiers, qui eux-mêmes sont composés de sous-bassins. Donc, on va retrouver les sous-bassins qui correspondent aux cours d'eau, hein, la Canche, l'Isère, la Scarpe, etc. Donc, la politique nationale, c'est d'abord à ces échelles-là, via notamment des documents de planification, donc ça a été cité, le SDAGE à l'échelle du Grand Bassin, les SAGE, qui sont des documents co-construits localement, avec l'accompagnement évidemment étroit, et notamment pour le SDAGE, de l'agence et des agences et services de l'État sont vraiment, c'est quasiment un binôme, hein, sur ces sujets-là, qui sont des documents opposables et qui fixent des orientations, des dispositions, et des choix locaux d'usage de l'eau, d'amélioration, etc. Donc, à ces échelles-là, les acteurs sont évidemment les agences de l'eau qui financent, qui co-construisent des documents et pilotent l'élaboration d'usage et de plusieurs documents d'accompagnement, en binôme, pour ainsi dire, avec les DREAL de bassin, puisque à ces échelles-là, il y a un préfet de bassin. Donc, on connaît les préfets de département, les préfets de région, mais il y a aussi un préfet coordinateur pour chaque grand bassin. Donc, on a un préfet de bassin Artois-Picardie, qui en l'occurrence est le préfet de région, et donc une DREAL de bassin qui est concrètement son service pour travailler sur ces sujets-là, et en binôme étroit avec l'agence pour travailler sur ces grands documents, ces grandes orientations. Il y a également un ingénieur de bassin à la DRAF, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui sont agricoles. Et le préfet de bassin a par ailleurs des prérogatives propres pour... donc déjà, il valide le SDAGE, il donne des avis sur les SAGE, et il valide aussi il élabore certains documents ou certains arrêtés cadres, par exemple un arrêté d'orientation de bassin qui va encadrer les mesures qui seront applicables en cas de sécheresse au niveau départemental, encadrer la définition des zones sur lesquelles on mettra des mesures pour limiter les nitrates agricoles, valider certaines études de volume prélevables qui sont en cours, en l'occurrence à l'échelle du bassin Artois-Picardie, à l'échelle des SAGE. Donc voilà, il y a cette échelle administrative-là particulière, où là c'est essentiellement l'agence, la DRAL de bassin. Alors évidemment, les DDTM sont très présentes pour l'accompagnement de toutes ces études au niveau local. Et puis la DRAF. On va peut-être préciser, Marc, que la DRAF, c'est la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, pour ceux qui nous écoutent, qui ne seraient pas agents de l'État et qui ne connaîtraient pas tous les acteurs. Et puis, il y a les échelles administratives, je dirais, classiques, la région et le département, donc avec le préfet de région et le préfet de département. Donc là on est dans le rôle de l'État et des opérateurs. Donc c'est pour ça que c'est assez factuel. Là, c'est plutôt l'échelon départemental qui est en première ligne, avec notamment la police de l'eau, qui est effectuée par les DDT, les directions départementales. Alors la police, c'est pas que de la police au sens contrôle, hein, c'est surtout aussi de l'instruction et de l'accompagnement amont pour tous les usages de l'eau, y compris les travaux en milieu aquatique, en zone humide, les prélèvements, les rejets, l'assainissement, etc. On a aussi l'Office français de la biodiversité qui exerce la police de l'eau, alors qui lui est plutôt
d'un point de vue, alors, qui a une mission prépondérante de police, mais aussi d'expertise technique, plutôt en appui des services de l'État, à l'échelle à la fois départementale et régionale. Et puis, on a aussi l'ARS, qu'il ne faut pas oublier. L'ARS, c'est l'Agence régionale pour la santé, qui a dans son volet santé, un volet santé-environnement et aussi l'eau, on l'a dit, hein, c'est vital. Donc, il faut toujours s'assurer que l'eau, notamment qui est distribuée pour la consommation humaine, soit de qualité ou à défaut que les personnes soient informées des limites et des usages, éventuellement des contre-indications. Donc ça, c'est le rôle de l'ARS qui fait énormément de contrôle de la qualité de l'eau et puis qui encadre aussi un peu les politiques autour des captages d'eau potable. On a la DRAF, donc la Direction régionale d'agriculture, qui essaie d'établir des documents ou des stratégies, par exemple, sur l'éco-phyto pour limiter l'usage des phytosanitaires. Là, on est sur des échelles plus larges, mais qui limitent concrètement les pollutions agricoles. Comme nous, au DREAL, on élabore un plan nitrate pour limiter la pollution par les nitrates. Donc, il y a toutes ces échelles. Donc, il y a des documents cadres aussi régionaux. Et puis, concrètement, à l'échelle départementale, c'est surtout la police au sens instruction et contrôle. Et puis, une grosse partie, et Olivier, je pense, se détaillera, aussi d'accompagnement des collectivités, puisque ça a été cité aussi, ce sont vraiment les collectivités locales, in fine, qui ont la plupart des compétences opérationnelles et des responsabilités sur la qualité de l'eau, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, la distribution de l'eau, etc. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir brossé ce panorama du rôle des différents acteurs de l'État. Et je vais du coup donner la parole à Olivier Maury, qui, lui, justement, dans une direction départementale des territoires et de la mer, au regard de la complexité des acteurs de terrain qui vient de nous être brossés, comment se situer au bon niveau pour agir sur cette thématique de l'eau? Alors, les acteurs présents dans la gestion de l'eau peuvent paraître, disons, le nombre d'acteurs peut paraître compliqué, mais il y a une grande cohérence dans tout ça. Il y a effectivement l'Union européenne, l'État qui va définir les grandes lignes des politiques sur l'eau et qui va donner les outils réglementaires pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Mais cette politique, elle est affinée à l'échelle des grands bassins, comme le bassin Artois Picardie, où là, au travers du stage, on va pouvoir, suivant l'état des lieux qui va être fait, se définir des trajectoires, des objectifs et définir et choisir des mesures. Et après, plus concrètement, on descend à l'échelle infradépartementale où, par exemple, tout le Pas-de-Calais est divisé en territoires de schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui correspondent chacun pour des territoires hydrographiques cohérents. Et c'est bien à cette échelle-là que l'on va décliner les politiques européennes, nationales et définies au niveau de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Et à cette échelle-là, une commission locale de l'eau se réunit. Cette commission locale de l'eau va réunir l'ensemble des familles d'usagers et ces acteurs-là vont pouvoir préciser les orientations décidées dans le cadre du SDAGE, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils vont compléter la réglementation qui va s'appliquer. La direction départementale des territoires de la mer va accompagner avec la DREAL les acteurs du SAGE pour pouvoir définir, préciser leur politique. Et derrière, la direction départementale des territoires et de la mer appliquera les réglementations en travaillant auprès des porteurs de projets, des acteurs de terrain, pour pouvoir, je dirais, d'une part, autoriser les prélèvements, autoriser les rejets, autoriser ou pas les travaux, et toujours travailler dans une logique d'évitement, de réduction et de compensation suivant la nature des projets. Donc, nous, on est sur le terrain pour pouvoir, je dirais, accompagner les acteurs sur le territoire qui, par leurs projets, ont des impacts sur l'eau. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire rapidement. Eh bien, merci d'avoir été synthétique. Je vous propose qu'on prenne les questions, parce que, messieurs, il y a déjà beaucoup de questions qui vous sont posées. Je
Je vais prendre une première question de Gaëtan qui vous dit: faut-il prévoir dans l'avenir un partage de l'eau par bassin versant en fonction des usages, agriculteurs, domestiques, industriels, trois petits points. Je ne sais pas qui a envie de parler de gouvernance. Oui, Thierry, la parole. Oui, c'est une question. Vous m'écoutez là? C'est une question qui est importante. En fait, quand on dit qu'il va falloir réduire de 10% les prélèvements, ça veut dire qu'effectivement, on va se poser la question du partage. C'est vraiment ce qu'on est en train d'organiser au niveau du bassin, et ça a été dit, il faudra le faire également à l'échelle des sous-bassins, et j'ai envie de dire, il faudra surtout le faire aussi à une échelle intermédiaire inter-sous-bassin, parce que vous avez des territoires comme le territoire de l'Aa, du Sage de l'Aa, où il n'y a pas d'eau. Il y a des territoires, par contre, qui sont dits un peu château d'eau du bassin. Donc, ce qui a été montré tout à l'heure par Gauthier, c'est qu'il y a déjà des échanges assez importants de quantité d'eau entre territoires. Et donc, il y a vraiment une réflexion à la fois à l'échelle du bassin, à l'échelle inter-sage, à l'échelle sage, mais aussi, il y a une réflexion qu'on doit mener par grands usagers de l'eau, les industriels, les agriculteurs. Ça va être un sujet assez fort et compliqué dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Alors, oui, bien sûr. Déjà, la question à se poser, c'est où en est-on du niveau de consommation des eaux en fonction de la ressource du territoire, de cette ressource qui servira pour le territoire, et comme l'a dit M. Vatin, qui sera partagée avec les territoires voisins qui n'ont pas assez d'eau. Et puis, donc, la première question à se poser, c'est où en est-on de l'état du stock, qui est effectivement l'eau qui figure sous nos pieds dans les nappes, à quel niveau il est utilisé. Ensuite, il faut avoir une projection qui prend en compte le changement climatique. Et effectivement, à l'échelle du stage, il faudra avoir, dès lors qu'on est proche d'une situation de tension, définir la répartition entre les usages. Très bien. Je vous propose de prendre une autre question. J'ai Antoine qui pose la question de la surveillance des intrants dans les surfaces agricoles. Suit-elle les directives du SDAGE? Marc, est-ce que vous vouliez répondre quelque chose là-dessus? Alors, le SDAGE fixe effectivement des objectifs en termes de réduction des intrants, que ce soit produits phytosanitaires ou nitrates, hein, puisque c'est les deux principaux polluants d'origine agricole et assez présents, il faut le dire, dans notre région. Est-ce que les doses utilisées suivent? On va dire que pour l'instant, on n'y est pas encore. Clairement, c'est un des sujets majeurs, hein, c'est la réduction des intrants d'origine agricole. Donc, globalement, la situation s'améliore quand même, c'est-à-dire que les courbes d'utilisation qui avaient beaucoup augmenté et de concentration dans les eaux ont tendance à s'aplatir, voire localement, très localement, à se réduire. Mais ça reste compliqué puisque c'est des temps longs. Il y a toujours des nouvelles molécules qui apparaissent pour remplacer d'autres qui deviennent interdites, et le temps qu'on se rende compte ou pas que ces molécules sont finalement néfastes, et bien elles ont déjà largement été utilisées, et donc si on commence à les réduire, on a toujours un train de retard. Mais bon, globalement, on va dire que ça s'améliore, mais là aussi pas assez rapidement. Oui, pour compléter, je dirais que oui, bien sûr, hein, on surveille. C'est d'abord la responsabilité, je dirais, des collectivités qui sont compétentes pour l'eau potable. C'est la responsabilité aussi de l'ARS qui doit veiller à la qualité de l'eau au captage prioritaire. La question c'est, alors ça s'améliore, je suis pas complètement sûr. On est un territoire, bassin Artois-Picardie, qui est très gourmand en pesticides et en nitrates. Et on a un problème majeur sur les captages prioritaires. Donc la question qui se pose, bien sûr on mesure, mais la question qui se pose, c'est quelles mesures on prend derrière pour réduire ces pollutions. Et il faut être honnête, on a du mal. Et on pense qu'il va falloir durcir en fait les contraintes pour effectivement que les pollutions, notamment agricoles, baissent, quoi, notamment sur les captages. C'est un des sujets que le préfet de bassin a pris vraiment fortement avec tous les services de l'État et les opérateurs, parce que
On a aussi aujourd'hui des sujets assez difficiles, hein, les métabolites de pesticides, les PFAS, etc. Il y a un sujet sanitaire qui est en train de monter. Justement, dans la même lignée, il y a Gaëtan qui pose une question. Il dit, sera-t-il nécessaire dans un proche avenir d'avoir des traitements plus complexes de l'eau potable pour prendre en compte les nouveaux polluants qui vont être pris en compte en 2026? Alors malheureusement, oui, on peut s'équiper. Ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que s'il faut mettre des unités de traitement de très haut niveau à chaque captage, je pense que le prix de l'eau va doubler. C'est ça le sujet aussi. Et en même temps, on n'aura pas complètement réglé la question parce qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter à 100% tous ces micropolluants. Et en plus de ça, on a des coûts de fonctionnement qui sont énormes, hein. Donc la solution, elle est quand même à réduire les pollutions à l'amont, parce que sinon, ça va nous coûter mais extrêmement cher. Ça rejoint la question de la désalination. C'est des solutions qui sont pas à la portée de nos porte-monnaies. D'accord. Merci de cette précision aussi économique. J'ai une question d'Isabelle qui parle de « A-t-on fait des scénarios d'anticipation de l'état des nappes phréatiques avec les différentes hypothèses liées au changement climatique, par exemple dans 10 ans, par rapport aux sécheresses hivernales ou au printemps caniculaire ?» Est-ce que quelqu'un a des éléments là-dessus? Marc, tu veux répondre sur toutes les études qu'on est en train de faire à la fois à l'échelle du bassin et par sage? Alors, si on parle bien du quantitatif, effectivement, il y a une étude qui a été faite à l'échelle du bassin Artois-Picardie prospective sur les territoires qui sont ou qui vont devenir en tension quantitative en lien avec le changement climatique. Il faut savoir que ces études, une donnée importante, hein, c'est que globalement, on estime qu'à l'avenir, le volume global de précipitations sur la région sera à peu près équivalent. Par contre, sa répartition sera totalement différente. C'est-à-dire qu'on aura schématiquement, on aurait eu quasiment plus de 2 saisons. En allant à l'extrême, on aura une saison humide, une saison sèche. Donc des saisons avec des concentrations très fortes de précipitations en période hivernale et des grandes périodes où il n'y aurait pas de précipitations, dans ce qui va provoquer des sécheresses. D'où l'enjeu de s'assurer que toute cette eau hivernale est au maximum dans la nappe souterraine pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient pendant les périodes de sécheresse. Donc, cette étude à l'échelle du bassin Artois-Picardie, elle est faite et d'ailleurs, les éléments sont intégrés dans le stage qui a été approuvé l'année dernière. Et actuellement, sont menés à l'échelle de chaque sous-bassin versant, donc à l'échelle des sages, hein, ça a été dit, des études plus locales qui, justement, intègrent ça et doivent définir ce qu'on appelle les volumes prélevables disponibles, c'est-à-dire la quantité d'eau soutenable qu'on pourrait prélever en intégrant le changement climatique. Ça, c'est dans les études, on va dire, de phase 2 d'ici 2027. Chaque territoire devra avoir fait cette étude, identifier les volumes disponibles pour les différents usages, et puis aussi avoir discuté au sein de ce territoire sur ce volume-là, comment on le répartit entre les différents usages. Donc c'est bien en cours, largement, à l'échelle de chaque bassin. Merci à vous tous de vos éclairages. On a encore beaucoup de questions. On est nombreux, on est plus de 150 connectés. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième table ronde où on va parler des solutions, puisqu'il y a beaucoup de questions qui vont aussi sur les solutions d'avenir. Donc, je vais inviter Jean-Jacques Hérin à nous rejoindre, puisqu'on va compléter cette table ronde avec lui. Donc, Jean-Jacques Hérin est président de l'association Adopta, une association qui accompagne la gestion des eaux pluviales. Merci de nous rejoindre. On va reparler des solutions à une échelle un peu grande, avec notamment le plan, la trajectoire nationale du plan eau. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Vatin et après on va regarder au niveau de la région avec Monsieur Grevet, au niveau du département avec Monsieur Maury et on finira sur le terrain concrètement avec vous, Jean-Jacques Hérin. Monsieur Vatin, la déclinaison sur le bassin de la trajectoire nationale du plan eau. Ah, on vous entend pas, votre micro est coupé. Oui, alors le plan eau, 3 axes, hein, un axe sobriété, je vais en parler tout de suite, un axe aussi stockage, rechargement des nappes qui est essentiel, et puis un autre axe essentiel, c'est préserver la nature et le grand cycle. Alors, pour rester sur la trajectoire, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un volume d'à peu près 500 millions de mètres cubes. En fait, on en prélève 540 millions. Donc, il nous faut faire une économie de 55 millions de mètres cubes à l'horizon 2030.
et nous sommes convenus, et nous l'avons voté en comité de bassin le 20 octobre, que cette économie se fera pour plus de la moitié sur l'usager de l'eau potable. On vous a dit tout à l'heure, hein, un citoyen consomme à peu près 150 litres d'eau par jour, un peu moins dans le bassin. C'est assez facile si tout le monde s'y met. On le dit toujours, hein, vous avez vu là, 40% c'est le bain ou la douche. Bah, écoutez, vous faites une douche de 5 minutes, vous avez gagné 25 litres d'eau. Donc, vous avez déjà fait facilement les moins 10%, puisque c'est à peu près ça. 30 millions de mètres cubes sur les 300 millions qui sont prélevés par les usagers de l'eau. L'autre piste, c'est les fuites. On a à peu près 60 millions de mètres cubes de fuites dans nos réseaux sur le bassin. Et donc, on ambitionne d'en économiser 15 millions de mètres cubes à l'horizon 2030. Et enfin, troisième solution qui n'est pas inintéressante, on peut réutiliser des eaux non conventionnelles. Notamment, hein, dans le bassin, on a des eaux de mine, hein, des eaux d'exor, énormément. Et on pense pouvoir récupérer 10 millions de mètres cubes. Donc voilà, 30 plus 15 plus 10, ça fait 55. Et vous me direz, et alors le secteur économique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le secteur économique, il va être privilégié. Pourquoi? Parce qu'on est dans un bassin qui a subi une désindustrialisation dramatique avec des grosses pertes d'emplois. Il nous faut absolument gagner la réindustrialisation. Pour l'agriculture, ça se pose de la même façon, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est une agriculture très intensive, hein, peu irrigante, hein, pour l'instant, et qui a besoin de développer son irrigation. Donc, la copie, en gros, la consigne qu'on donne à ces deux secteurs, l'industrie et l'agriculture, c'est vous assurer votre propre développement. Donc, si vous avez besoin de plus d'eau, il va falloir économiser l'équivalent. Donc, pour le secteur industriel, on prévoit que l'installation de ces nouvelles gigafactories, hein, et autres industries dans le bassin, il va falloir 25 millions de mètres cubes. Eh bien, on dit au secteur industriel, vous allez économiser 25 millions de mètres cubes. Et on dit pareil aux agriculteurs. Vous avez besoin de 15 millions de mètres cubes pour développer l'irrigation. Eh bien, vous allez économiser 15 millions de mètres cubes. Donc, on applique ce qu'on appelle le flat pour ces secteurs-là, que nous, Agence de l'eau, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une de nos missions, c'est de financer toutes les améliorations, que ce soit qualitatives ou quantitatives. Et donc, on va aider financièrement les collectivités, les industries, les agriculteurs à faire ces économies, mais y compris les citoyens, parce que l'Agence de l'eau paiera à chaque citoyen un kit hydroéconome. C'est à peu près 20 € par kit, hein, et ça permet d'économiser 30% de l'usage de l'eau pour un ménage. Très bien. Ben justement, pour poursuivre sur le volet industriel, puisque la DREAL est aussi en charge de ça, Marc, pouvez-vous nous dire quels sont les leviers que la DREAL peut utiliser pour économiser l'eau pour l'usage industriel? Oui, en effet, la DREAL est le service qui instruit et autorise et contrôle ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement. En gros, les industries qui ont un impact environnemental significatif. Et le sujet de la sobriété, ben, il est assez récent. Mais il a très vite pris en épaisseur et c'est devenu quasiment le sujet numéro 1 maintenant quand il s'agit de savoir si une industrie consommatrice d'eau peut s'implanter, c'est est-ce qu'il va y avoir de la disponibilité en eau. Et donc dès 2019, la DREAL a décidé de lancer une action sur les 150 les 150 industries les plus grosses consommatrices d'eau à l'échelle de la région, avec trois volets. Un volet déjà pour vérifier si les autorisations de prélèvement dont elles bénéficient sont réellement utilisées. Est-ce qu'en gros, elles n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre? Alors, dans les faits, ça ne réduit pas la consommation, mais ça permet d'avoir, on va dire, une vérité sur les prix et une vision plus réaliste des choses. Revoir qu'elles proposent des possibilités de réduction de consommation ponctuelle, c'est-à-dire qu'en cas de sécheresse, s'il faut qu'à un moment donné, l'ensemble des consommations d'eau baissent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans leur process localement? Est-ce qu'elles peuvent décaler? Est-ce qu'elles peuvent trouver une source provisoire? Est-ce qu'elles peuvent faire changer, voilà, produire un autre produit concrètement à la place d'un qui consomme pendant quelques semaines ou quelques mois? Donc, identifier ça et l'insérer dans leur autorisation.
et puis, de façon plus pérenne et plus profonde, qu'elles fassent toutes une étude technico-économique profonde de leur process. Donc, c'est financé en très grande majorité par l'Agence de l'eau, pour identifier, là, au fond, comment on peut économiser de l'eau dans leur cycle de production, où la réutiliser soit sur place, soit éventuellement dans des industries voisines, quitte à faire des petits cycles de l'eau localement dans certaines zones industrielles, c'est notamment le cas à Dunkerque. Et puis ensuite, faire les investissements nécessaires qui, là aussi, sont largement financés par l'Agence de l'eau et qui permettront cette fois-ci des économies d'eau pérennes. Donc, le dispositif a été lancé en 2019 sur 150 industries. Il y a déjà 13 millions de mètres cubes qui ont été récupérés en termes d'autorisation, entre guillemets, qui avaient non utilisées, donc qui ont été remises au niveau de la réalité, et 2 millions qui ont déjà été, cette fois-ci, gagnés réellement par des révisions de processus. Et 2 millions seulement basés sur une dizaine d'études qui se sont terminées. Il y en a 140 qui vont encore arriver, ou qui sont en cours d'achèvement, pour des modifications de process. Donc, on voit que concrètement, il y a une marge. Et c'est indispensable parce que, comme l'a dit Thierry, maintenant, la règle, c'est que si l'industrie veut se développer, il faut qu'individuellement, elle en consomme moins. Individuellement et collectivement, c'est-à-dire que l'industrie doit faire un effort pour libérer des volumes pour permettre à des nouvelles de s'installer. Et donc, c'est en cours et ça fonctionne. Et ça se poursuit donc, à l'échelle des 150 plus grosses industries de la région. Oui, je veux juste rajouter que l'Agence de l'eau, puisque Marc dit qu'on finance, c'est que l'Agence de l'eau, avec le plan eau, va avoir un budget augmenté de 50% sur les 6 ou 7 prochaines années pour financer tout ça. Et j'en profite tout de suite, puisqu'il y a une question directement pour Monsieur Grevet, de Marc, qui dit « Nous n'avons pas les règles de réutilisation évoquées par Monsieur Grevet. L'ARS doit sans doute être contributrice, point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez préciser ?» Alors effectivement, la réutilisation des eaux, c'est assez compliqué parce que ça dépend de quelle eau on parle et pour quel usage. Schématiquement, on ne va pas demander la même norme de qualité d'eau si l'utilisation derrière, c'est pour nettoyer des pommes de terre ou pour nettoyer la voirie. C'est pas la même règle si l'eau qu'on récupère, elle vient d'une station d'épuration ou elle vient du toit de l'industrie quand il pleut. Donc, il y a différents textes. Avec le plan eau, c'est un des grands gains, c'est que c'est vrai que la réglementation était assez peu claire et peu avancée. Et là, il y a toute une série de textes qui sont en train de sortir pour, selon l'origine de l'eau et selon les usages, clarifier qui fait quoi et quelles autorisations. Et effectivement, l'idée, c'est que l'ARS donne évidemment un avis dès lors que l'usage envisagé a un impact sanitaire, notamment si l'idée c'est de la réutiliser pour de l'industrie agroalimentaire, des choses comme ça qui peuvent avoir finalement un impact sur la santé humaine ou l'environnement. Voilà. J'en profite puisqu'il y a aussi une question de Camille qui dit « Est-il prévu une évolution réglementaire au sein du Code de la construction pour l'utilisation des eaux pluviales dans les constructions neuves ?» Ça, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse là-dessus? Non. Merci Camille. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a des ressources complémentaires qui seront mises et on vous expliquera comment retrouver à la fin du webinaire et on trouvera une réponse. Il y a toute une équipe aussi technique derrière, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, l'équipe a pété, donc on vous trouvera des éléments de réponse, mais on va continuer et je vais proposer Monsieur Maury, peut-être de nous donner quelques éléments. Vous êtes au niveau de la DDTM, au niveau du département. Comment maintenant aller vers de l'économie d'eau et quelle gouvernance et quelles clés pour un meilleur partage de l'eau? On vous écoute. Alors, tout d'abord, je voulais préciser aussi qu'on a un stock qui est effectivement limité, qui va sans doute diminuer. Et donc, on part sur de l'économie d'eau. Mais on peut aussi partir sur un autre volet qui sera d'améliorer l'efficacité de la recharge des nappes, notamment en luttant contre la désimperméabilisation ou en luttant contre l'érosion et le ruissellement des sols. C'était un petit aparté. Tout simplement, Marc Grevet a parlé effectivement des industriels qui sont des installations classées pour la protection
l'environnement et qui bénéficient d'une autorisation d'exploitation environnementale, et la DDTM contribue sur le volet prélèvement d'eau et autorisation du prélèvement d'eau. Au-delà, la DDTM autorise en volume les prélèvements pour les besoins de l'eau potable et pour les besoins agricoles chaque fois que l'on passe par des forages notamment agricoles. Dans deux secteurs qui n'ont pas été abordés, sur le secteur de l'eau potable. Alors sur le secteur de l'eau potable, si on a vu tout à l'heure que le bon niveau pour pouvoir définir le partage de l'eau, c'était le territoire du Sage qui est un territoire hydrographique cohérent, un acteur essentiel et très important aujourd'hui, c'est l'établissement ce sont les collectivités et donc les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Pourquoi le PCI? Parce que le PCI prend un rôle grandissant dans plusieurs domaines et les EPCI peuvent avoir une action sur la gestion qualitative et quantitative de l'eau. Pourquoi? Parce que l'EPCI, à partir du 1er janvier 2026, si elle ne l'a pas, aura la compétence eau potable et assainissement. Par conséquent, en gérant l'alimentation en eau de certaines familles d'usagers comme les particuliers, les collectivités elles-mêmes, mais aussi les petits commerçants, les petites industries, elles ont un rôle d'influence forte sur la gestion de cette eau, le partage de cette eau et l'économie qui pourra être faite dans cette eau, et au travers de l'assainissement sur l'amélioration, sur l'évitement des pollutions par le retour d'eau usée dans le milieu. Là, le PCI, elle a maintenant la compétence depuis 2018 sur la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et elle peut prendre la compétence maîtrise des eaux pluviales et ruissellement, ou la lutte contre l'érosion des sols, en favorisant ainsi une meilleure infiltration des eaux. Mais le PCI, elle a aussi une compétence dans le développement économique, dans le choix de l'implantation des entreprises en fonction des besoins d'eau et des possibilités de rejet de ces effluents industriels. Elle a aussi, par ce biais-là, la possibilité de favoriser la réutilisation d'eau prélevée par certains industriels pour d'autres industriels, pour d'autres usages, l'irrigation peut-être, et l'hydrocurage par exemple. Et puis le PCI, elle a aussi la compétence sur la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie. Et on sait très bien que le PCI, c'est l'ingénierie de toutes les communes qui y sont associées. Par ailleurs, le PCI, c'est l'outil de planification urbaine. On a parlé de la planification sur l'eau, le SAGE, mais on a une planification sur le SCOT, les pluies, les plans climat, air, énergie territoriaux. Et donc, le PCI prend en compte les enjeux eau et biodiversité dans leur stratégie de développement et doit les prendre. Et elle est ainsi protecteur de ces environnements, de ces milieux de biodiversité très importants pour la quantité de l'eau et la qualité de l'eau. Et enfin, les EPCI portent aussi des projets alimentaires territoriaux et peuvent aussi travailler avec l'agriculture pour influer sur une autre forme d'agriculture pour pourvoir, je dirais, des besoins dans les circuits courts immédiats. Ça, c'est le rôle des EPCI qui peut travailler sur les économies d'eau potable. Et enfin, il y a une autre famille d'acteurs dont il faudrait parler, c'est les agriculteurs. Pour l'instant, l'agriculture, chaque agriculteur qui avait besoin d'eau dans notre territoire, soit créer un forage agricole pour ses prélèvements, il n'y avait aucune limitation en quantité et en nombre. Il y avait quelques précautions d'usage à avoir quant aux distances par rapport aux cours d'eau, par rapport à des zones humides. Il y avait quelques restrictions, mais on avait un encadrement réglementaire qui était peu contraignant. Et c'est pas un bon outil de pilotage des volumes disponibles. Le bon outil de gestion des volumes pour l'agriculture, ce sera demain la gestion volumétrique de l'eau en agriculture, c'est-à-dire que on va devoir, par une gestion précise des besoins chaque année d'irrigation de chaque agriculteur, de partager l'eau entre agriculteurs et ainsi d'inviter les agriculteurs à une optimisation de la ressource dans les limites attribuées. Et cette optimisation de la ressource dans les limites attribuées par le SAGE, ce sera ce qu'on appelle de la gestion structurelle quantitative de l'eau. Et avant d'arriver à la gestion structurelle quantitative de l'eau, on va utiliser cet outil pour faire de la gestion conjoncturelle en période de crise de l'eau et ainsi partager la rareté de l'eau entre agriculteurs. Donc, dans un premier temps,
on rentre par la porte de la gestion partagée de l'eau lorsqu'il y a des restrictions d'usage. Aujourd'hui, on n'avait que des restrictions horaires. Demain, on aura des restrictions volumétriques. Et cette gestion volumétrique qui permet de gérer la rareté pendant les périodes de sécheresse, cet outil permettra de faire de la gestion tout le temps pour pouvoir avoir une gestion structurelle de l'eau. Et comme l'a dit M. Vattin, ça veut dire que le développement de l'irrigation, aujourd'hui c'est environ 10% des surfaces, même un peu moins. Demain, ce sera certainement beaucoup plus compte tenu de l'évolution climatique, mais ce développement d'irrigation devra se faire par des économies des uns et des autres. La seule chose qu'il faut que l'on veille, c'est qu'il y ait un partage et que l'eau n'appartienne pas à certains. L'eau appartient à tout le monde et tout le monde doit pouvoir irriguer dans la limite d'une gestion globale limitée. On a bien compris à travers vos propos des uns et des autres ces enjeux de gouvernance et de partage de l'eau à venir. Je vais laisser la parole à Monsieur Hérin, qui vous êtes sur le terrain. Concrètement, comment on fait pour mieux gérer l'eau? On vous écoute. Alors, le terme que vous venez d'utiliser est important, c'est gérer l'eau. Marc Grevet, dans sa présentation, l'a bien expliqué. Globalement, le stock d'eau, la quantité d'eau de pluie ne va pas beaucoup changer globalement. La répartition, par contre, oui. Donc, on voit bien que c'est une question d'abord et avant tout de gestion. L'autre point que je signalerai avant de dire comment on fait, c'est de reprendre les propos de Thierry Vattin qui a évoqué qu'on avait une chance et une contrainte. La chance, c'est d'avoir un terrain plat. Ça veut dire que si c'est plat et qu'on a aussi un sol qui est perméable et donc qui permet le stockage dans le sol, donc on a un réservoir qui est à notre disposition. Et la contrainte, c'est qu'on n'a pas de pente et donc ça veut dire qu'on n'a pas de renouvellement de stock rapidement. Voilà, comme en rivière, comme en fleuve, quand il pleut en montagne, l'eau circule dans la rivière et quelques semaines après, on a une autre eau qui redevient de bonne qualité si la précédente ne l'était pas. Nous, la qualité de l'eau dans les sols, dans les nappes phréatiques, c'est une pollution piégée pour des années, des dizaines d'années. Et donc, le renouvellement est très lent. Voilà. Par contre, on a cette capacité de stockage. Et donc, il nous faut aujourd'hui changer les pratiques qui ont cours depuis 170 ans, depuis le milieu du 19e siècle, qui a consisté dans les villes. Et quand je dis les villes, c'est tous les milieux urbanisés, donc c'est le village comme la ville, à évacuer les eaux pluviales. Voilà. Parce que c'était considéré comme un déchet au même titre que les eaux usées, les ordures. On parlait du tout à l'égout. Voilà. C'est cette pratique-là aujourd'hui qu'il faut changer. On gère bien les eaux usées, on gère à peu près bien les ordures ménagères. On n'a plus besoin d'évacuer les eaux pluviales. Il nous faut les remettre dans le sol. Et ça, c'est un changement radical d'aménagement du territoire et de conception de la ville et de l'urbanisation. Et ça, c'est un peu compliqué, puisque ce sont tous nos standards habituels qu'il faut revisiter pour refaire autrement l'aménagement de la ville. On a imperméabilisé, on a mis des bordures pour canaliser l'eau. Eh bien, tout cela, il faut l'enlever aujourd'hui. Et les solutions sont très nombreuses. Il n'y a plus aujourd'hui de freins techniques, de dispositions, de solutions, qu'elles soient en équipement, en revêtement, etc., pour aujourd'hui faire une ville qu'on appelle une ville éponge. C'est de refaire en sorte que l'eau de pluie qui tombe revienne dans le sol et alimente nos nappes phréatiques. Alors juste deux chiffres quand même pour vous montrer l'étendue de la possibilité. Sur un territoire urbain, quel qu'il soit, et plus il est rural, plus le comparatif que je vais vous montrer est important. Sur un territoire urbain, il pleut chaque année une quantité d'eau équivalente, alors sur les surfaces imperméables de la ville, une quantité d'eau équivalente à la consommation d'eau de ce territoire. Or, on sait que 25% de la pluviométrie permet la recharge des nappes phréatiques. Alors, je fais un raccourci très rapide, bien évidemment, mais ça veut dire que, globalement, un territoire pourrait être autonome en eau potable pour 25% de ses besoins, s'il redevenait complètement perméable, transparent à l'eau.
on voit là qu'il y a un enjeu très fort. Et donc, il nous faut aujourd'hui faire en sorte que toute l'urbanisation nouvelle, bien sûr, applique systématiquement ces nouveaux standards et qu'au fur et à mesure que la ville se transforme, se renouvelle sur elle-même, mais peut-être à un rythme aujourd'hui plus rapide compte tenu que le changement climatique est présent et va beaucoup plus vite que le renouvellement urbain, eh bien, à chaque fois que la ville, au moins que la ville se renouvelle, il nous faut aujourd'hui appliquer tous ces systèmes qui reperméabilisent la ville. Et c'est d'autant plus important que si on veut aussi rafraîchir la ville, compte tenu du changement climatique et des îlots de chaleur, il va falloir de l'eau. Et on ne pourra pas compter que sur la végétalisation pour rafraîchir la ville. Si elle n'a pas d'eau, elle ne rafraîchira pas la ville. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on a une capacité extrêmement importante à notre disposition pour agir. C'est compliqué parce que c'est changement d'habitude, donc c'est forcément plein de freins, et notamment psychologiques. C'est aussi des modes d'organisation. On a notre société occidentale moderne, elle est très compartimentée, pour ne pas dire silotée. Et chacun a tendance à travailler un peu dans son coin sans penser à l'impact des autres et réciproquement. Donc il nous faut retravailler, apprendre à travailler ensemble, voilà, en transversalité, en multidisciplinarité, etc., en transdisciplinarité. Et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à améliorer véritablement toutes ces problématiques-là. Et je le précise aussi de façon très importante, sans générer des surcoûts. Le surcoût, il est dans la modification de nos organisations principalement. Voilà. Donc les solutions techniques, je ne vais pas détailler les solutions techniques parce qu'elles sont nombreuses, mais vous pouvez vous référer bien sûr au site internet de l'Adopta et je remercie tous nos financeurs dont bien sûr les agences de l'eau, les régions, le ministère, l'Europe aussi qui nous soutient dans toutes les actions que nous menons et voilà. Et on est auprès de tous les acteurs parce que Thierry Vatin l'a bien expliqué, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Je vous donne la parole, Monsieur Vatin, et juste pour préciser que dans le chat, vous avez toute l'équipe d'APT qui vous met les liens vers Adopta, vers l'Agence de l'eau et vers toutes les ressources qui vont vous être citées. Et on va passer aux questions. Monsieur Vatin, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter quelque chose et puis vous dire que je dois partir. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Jacques Hérin sur la ville éponge. En fait, vous voyez, si on devait garder quelques idées de notre échange aujourd'hui, il y a un enjeu sur la qualité, on l'a dit, et il y a un enjeu énorme sur la quantité. Alors, la première solution, c'est quand même d'économiser l'eau, c'est pas la gaspiller. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, autrefois, on n'avait pas besoin de 150 litres par jour. Je vous signale que dans le Sahel, c'est 10 litres. Voilà, bon, on peut vivre avec beaucoup moins, donc on a perdu cette idée qu'il fallait être raisonnable, pas gaspiller, sans forcément être dans, je dirais, la sobriété. La deuxième solution, et ça vient d'être dit, c'est il faut recharger notre stock. Notre ressource, elle est où? Elle est sous nos pieds. C'est 95% de notre ressource dans les nappes phréatiques. Donc la deuxième, après économiser, c'est recharger. Et recharger, il faut la ville éponge. Mais je voulais quand même rajouter, il faut aussi la campagne éponge. Oui. Notre problème, c'est quand même que 70% de notre territoire, il est couvert par de l'agriculture et en plus grande partie aux 3/4 de l'agriculture liée à l'industrie agroalimentaire, avec finalement des campagnes qui ont été totalement désossées. On a enlevé toutes les haies, tous les bocages, les prairies sont retournées, toutes les zones humides sont drainées, etc. Donc on a un sujet, c'est quand même le meilleur ami, c'est la nature. Ben, il faut revenir, là encore, hein, c'est comme pour la ville, il faut revenir à faire que l'eau soit notre amie. Donc la goutte d'eau, quand elle tombe actuellement dans la campagne, la plupart du temps, elle s'en va. Elle s'en va parce que les sols sont durs, parce qu'il n'y a plus rien pour l'arrêter, et qu'il n'y a plus d'éponge, il n'y a plus ces zones humides, il n'y a plus rien. Donc voilà, deuxième idée, 1, économiser, 2, la ville éponge, mais aussi la campagne éponge. Donc les solutions fondées sur la nature, pour nous, c'est essentiel, et l'Agence de l'eau finance de plus en plus tout ce qui est la renaturation des campagnes, des rivières, tout ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, qui est finalement la solution quand même. Hein. Voilà, je m'arrête là.
Mais je voulais dire ça parce que, franchement, il faut, dans un pays plat comme le nôtre, qu'on garde l'eau. Voilà. Et il faut qu'elle puisse s'infiltrer en ville et en campagne. Voilà, merci à tous. Eh bien, merci, Monsieur Vattin, de votre contribution et de vos éclairages autour de l'eau. On vous libère, du coup, et puis on va continuer le débat puisqu'il y a de nombreuses questions qui sont posées, notamment avec l'actualité. Il y a Isabelle qui vous demande, avec la montée des eaux liée au changement climatique, les pluies en abondance, comme en ce moment dans le Pas-de-Calais, quelles conséquences sur l'eau potable des grands travaux sont-ils envisagés? Je ne sais pas si quelqu'un a envie de répondre à Isabelle sur cet autre aspect de l'eau qui est aussi les risques liés à l'eau. Alors, clairement, nous n'avons pas la prétention de dire qu'avec la ville éponge et la campagne éponge, on va résoudre la totalité des phénomènes pluvieux et leurs conséquences, celles qu'on voit sur le Pas-de-Calais, notamment ces jours-ci. Il y aura toujours des événements exceptionnels. On est là sur, ça a été évoqué par les médias, on est sur des événements qui sont plus que centennales. Ça arrivera toujours et il y aura malheureusement peut-être encore des événements pires que cela. Et donc, il faut aussi que l'urbanisation s'adapte à ce passage de l'eau quand on n'est plus en capacité à la gérer. C'est d'ailleurs prévu par les textes. Et je rappellerai que voilà, depuis 1992, il y a un document qui devrait être réalisé par tous les territoires qui s'appelle le zonage pluvial. Voilà. Et ce zonage pluvial a pour objectif notamment, pas que, mais notamment, de définir les lignes d'écoulement quand on n'est plus en capacité de gérer l'eau de pluie. Voilà, donc il y a une adaptation. On a oublié, par la technicité à la disposition de nous, les humains, on a pensé qu'on était plus fort que la nature, quoi qu'il arrive. Bien, la nature se rappelle à l'ordre et nous dit que pas tout à fait, pas toujours. Voilà. Donc, il faut qu'à un moment donné, ce soit à l'urbanisation de se mettre en conformité par rapport à ces événements naturels. Voilà. Je vous propose de poursuivre le débat parce qu'il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les passer et j'en excuse auprès de nos auditeurs. Il y a Sabine qui dit « Une diminution de 20% de la ressource d'ici à 2025 et des économies de 10%. Il y a des efforts à faire, mais finalement, on ne va pas trouver un équilibre. » Est-ce que vous voulez répondre, Marc? Alors, c'est 20% d'ici 2050. Donc, on vise via le plan eau 10% d'ici 2030. Donc, on peut supposer qu'entre 2030 et 2050, il y aura à nouveau 10%, mais entre-temps, on aura affiné aussi les études et les projections. Ce ne sera peut-être pas 10, ce sera peut-être 15 ou 20. Mais voilà, l'échéance du plan eau, c'est 2030, c'est 10%. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un gros effort, puisqu'il s'agit quand même, sur pas mal de territoires, notamment le nôtre, d'inverser une tendance. On est sur un territoire, ça n'a pas été beaucoup dit, mais on est sur un territoire où structurellement on consomme de plus en plus d'eau depuis plusieurs années, notamment en agriculture, parce que ça fait quasiment 5 ou 6 ans qu'on a des besoins très croissants, avec un petit cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on a des années de sécheresse où les agriculteurs manquent d'eau, du coup ils s'équipent en matériel d'irrigation. Et puis, quand on est équipé, on a tendance à l'utiliser. Et puis, si on voit que son voisin, grâce à son irrigation, il a mieux résisté que nous, d'après, on va s'équiper. Et donc, on a un potentiel d'irrigation qui augmente régulièrement. Et donc, un potentiel de prélèvement qui augmente aussi. Donc là, l'effort, finalement, de 10%, c'est quand même ambitieux. C'est-à-dire qu'on inverse la tendance pour pas mal d'usages. Et puis, après 2030, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire à nouveau probablement au moins 10%, mais peut-être plus. Oui, et je pense que derrière ce que évoquait Sabine, c'est aussi cette inquiétude sur les changements climatiques dont on ne mesure pas l'incidence exacte, avec des variations aussi d'une année sur l'autre et des conséquences qu'on ne peut pas toujours anticiper. Hein. Mais je vous propose qu'on passe à une dernière question, puisqu'il y a peut-être une précision, et justement, c'est à vous que je donne la parole, Jean-Jacques. Il y a Olivier qui dit « La reperméabilisation des villes, comme promu par M. Hérin, n'est-elle pas contradictoire avec la biodiversité et la politique inverse de réartificialisation des sols ?» Est-ce que vous voulez préciser peut-être vos propos? Alors, la première chose, c'est de continuer par rapport à ce que Marc Grevet a évoqué.
c'est qu'aujourd'hui, on perd énormément d'eau par les systèmes d'évacuation des eaux pluviales urbaines. Et si on remet cette eau-là dans le sol, on va reconstituer du sol, c'est-à-dire du stock. Et donc, c'est vraiment très important de faire cela. Voilà. Puisque parmi les 20%, on va réduire la perte par le fait de remettre de l'eau qui actuellement va à la mer très rapidement. Donc, c'est une partie de la solution aussi. Alors, est-ce qu'en reperméabilisant la ville, on ne lutte pas contre l'artificialisation? Bien sûr que si. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici l'ensemble des solutions possibles, mais on classe les solutions de gestion des eaux pluviales en ville en 3 catégories aujourd'hui, et par ordre de priorité. D'abord, les solutions fondées sur la nature, donc la végétalisation de la ville et la désartificialisation. Voilà. Mais la deuxième catégorie, puisqu'on ne peut pas végétaliser la ville à 100%, sinon ça ne s'appellerait plus la ville, eh bien, il y a une deuxième catégorie qui s'est très fortement développée ces dernières années, qui sont les revêtements perméables. On peut minéraliser la ville sans imperméabiliser. La seule chose qu'on ne peut pas rendre perméable sont les toitures. Les toitures, c'est 30% des surfaces de la ville. Mais 70% de la ville peut redevenir perméable, végétalisée ou pas, avec revêtement perméable en complément. Il faut les deux, il faut tout cela. Et donc, si on n'a plus que l'eau de pluie des toitures à gérer, on peut végétaliser les toitures. Et la loi pousse, notamment la loi climat-résilience, avec l'article 101, pousse à cela avec au minimum 30% sur un certain nombre de bâtiments. Voilà, donc on voit bien, les solutions, elles existent. Il faut le courage de les mettre en œuvre, ouvrir, voilà, c'est le champ des possibles, accepter que la maîtrise d'œuvre, la conception des projets évolue. Et là, il y a un gros travail à réaliser parce que la maîtrise d'œuvre, malheureusement, n'est pas encore à la hauteur de ce que l'on attend d'elle aujourd'hui. Ben merci. Je vais devoir m'arrêter là pour respecter le temps de chacun, mais peut-être si vous voulez aussi vous dire un mot de conclusion, Marc Grevet, Olivier Maury, est-ce que vous avez un message final à faire passer ou pas, hein, c'est au cas où. Et je m'excuse aussi auprès de toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre. Oui, monsieur Maury. Pourquoi j'interviens, c'est tout simplement que je vais partir en COD de crise à la préfecture pour parler inondation et on vient de parler de sécheresse. Le changement climatique, effectivement, on peut penser qu'il contribue pour partie à ces pluies très intenses que l'on reçoit actuellement à l'échelle planétaire. Donc j'entends bien le changement climatique à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, on a une particularité, c'est qu'on reçoit des eaux importantes alors que les sols sont saturés. On n'est pas dans des inondations de printemps où l'eau tombe sur des sols secs qui ont été aplanis, dont la perméabilité a été limitée, par exemple sur les territoires agricoles. Là, on tombe sur des sols qui sont en partie végétalisés. Il n'y a pas d'évapotranspiration, mais il y a quand même des ralentissements par les couverts végétaux qui sont installés par les agriculteurs, notamment les couverts intermédiaires, pièges à nitrate. Et on a une accumulation d'eau puisqu'il est tombé en 15 jours l'équivalent de 200 mm d'eau, c'est-à-dire plus d'un mois de pluviométrie, même plus que ça. Je rappelle que cette pluie qui tombe va partir à la mer très rapidement. Elle crée des inconvénients, elle crée des dégâts, mais elle ne va pas recharger nos nappes. Nos nappes, je viens de regarder, elles n'ont pas commencé à se recharger du tout. Pourtant, c'est à partir du mois de novembre qu'on va commencer à avoir des recharges de nappes qui vont arriver. La fin de la recharge des nappes, ça sera le mois de mars. Et à partir du mois de mars, on aura notre stock pour travailler tout l'été prochain. Et c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui qu'on n'aura pas une sécheresse l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est bien cet hiver de reconstituer notre ressource en eau, notre stock d'eau par tous les outils dont on a parlé tout à l'heure et qu'on pourrait développer plus tard, et derrière ensuite d'être économe sur ce stock dans les prélèvements pour pouvoir, je dirais, atteindre la période de pluie de l'automne suivant. Aujourd'hui, j'ai vu des messages sur les problématiques et comment on va gérer ces volumes d'eau. On est dans une crue de type plus que centennale. Je rappelle qu'on dimensionne les plans de prévention des risques d'inondation sur des modèles, sur des pluviométries centennales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déterminé les enveloppes d'inondation par ce type de pluie. Il faut savoir aussi que derrière les outils, quand on parle de
plan d'action et de prévention des inondations, c'est-à-dire quand on parle de protection des biens existants contre ce type de pluie, au mieux, on sait gérer des pluies décennales pour l'érosion, vingtenales par des bassins de rétention des eaux. Donc, on va gérer des pluies vingtenales, mais on ne gérera jamais des pluies centenales. C'est-à-dire que ce type de pluie, quels que soient les ouvrages que l'on aura fait, de toute façon, provoqueront des inondations. Pour autant, vous avez pu lire dans les différents reportages que sur l'Audomarois, qui est assez en avance dans ses papilles, dans ses programmes d'action et de prévention des inondations, tout le travail qui a été fait a porté ses fruits puisque on a limité l'impact des pluies sur ce territoire-là. Sur les autres territoires, les travaux sont engagés et sont en cours. C'est un travail de longue haleine, mais de toute façon, au mieux, on se prémunira de pluies de type vingtenal, mais pas des pluies centenales comme on connaît actuellement. Voilà un petit peu la parenthèse. Je voulais quand même terminer. Effectivement, c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui qu'on n'aura pas une sécheresse l'été prochain. L'année dernière, les nappes se sont rechargées qu'à partir de fin janvier. On avait une sécheresse à l'automne. Et le changement climatique nous conduit de plus en plus à avoir la même pluie, mais au travers de périodes de sécheresse, d'assèchement des sols et derrière de pluies intenses tout au long de l'année. Et c'est ça le changement climatique. Et c'est pour ça que tout le monde doit agir sur la bonne gestion de l'eau quantitative et qualitative, mais c'est aussi pour ça que tout le monde doit aussi faire preuve de sobriété énergétique. Et quand on parlait tout à l'heure de désalinisation de l'eau, c'est de la consommation d'énergie. Donc tout ce qui contribue à la consommation d'énergie n'est pas très bon pour notre climat. Donc c'est pas les solutions et les bonnes solutions. Là, pour les inondations, on va utiliser énormément d'énergie pour renvoyer les eaux à la mer. C'est pareil, c'est pas bon. Donc il faut qu'on Merci pour ce complément. Pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce complément et cet autre regard. Marc Grevet, comme j'ai dit que je voulais laisser quelques mots de conclusion, est-ce que vous avez un mot-clé à nous partager pour conclure? Juste d'une façon générale, ce que je voudrais dire, c'est que la gestion de l'eau, et notamment la gestion quantitative, faut jamais aller à des conclusions simples. C'est compliqué comme sujet. Olivier l'a dit, là on a des inondations absolument exceptionnelles, mais c'est pas pour ça que les nappes surchargent, c'est pas pour ça que l'année prochaine on n'aura pas de sécheresse, c'est pas parce qu'on a une canicule qu'on a une sécheresse automatiquement. Chaque terme est important, rien n'est simple. Et il y a une autre idée reçue que je voudrais quand même un peu battre en brèche, c'est que toute eau qui va dans une rivière va à la mer et donc ne sert à rien. Attention, les rivières, il faut les maintenir à un certain niveau parce qu'elles ont à la fois un rôle biologique, écologique, d'épuration, de vie biologique, de loisirs, de pêche, etc. Et puis, on a parlé de dilution. Nous, nos cours d'eau, ils ont un faible débit. Donc, s'ils sont très réduits, on va avoir du mal, entre guillemets, à évacuer parce que malgré tout ce qu'on rejette dans les rivières, il y a encore des pollutions. Et puis, ce qui arrive à la mer, ça ne sert pas à rien non plus puisque la qualité des eaux littorales, c'est important aussi pour la baignade, pour les activités conchilicoles et autres, pour la dilution, pour éviter d'avoir des algues vertes, etc. Donc, évidemment qu'il faut essayer de réutiliser les eaux, mais en tout cas pas aller directement à l'idée que tout ce qui va dans les rivières arrive à la mer, et ce qui va à la mer ne sert à rien. C'est aussi une idée reçue qu'il faut un petit peu limiter. Mais vraiment un grand merci à tous les trois parce que vous avez été clairs, concis, mais aussi essayé de brasser l'ensemble des enjeux qui ont trait à l'eau. Donc, je vous remercie chaleureusement. Je vais appeler pour la conclusion Cécile Randria, qui est responsable de la promotion de la connaissance à la DREAL. Et encore un grand merci à vous, trois messieurs. Et du coup, Cécile, si vous voulez me rejoindre pour nous parler de votre travail sur la connaissance de l'eau. On vous écoute. Votre micro est coupé, Cécile. Cécile, votre micro. Voilà. Je disais merci, Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas vraiment une conclusion, c'est juste un coup de projecteur sur une offre de service de la DREAL de France.
Dans le cadre de la transformation de la connaissance menée au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la DREAL Hauts-de-France, suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le secrétariat général et le CGDD, donc le commissariat général au développement durable, s'est porté volontaire pour monter une task force portant sur le sujet de l'eau et des pressions polluantes. Donc là, comme vous allez le voir, je ne suis plus vraiment sur le volet quantitatif, mais bien sur le volet qualitatif, pardon. Une offre de service a ainsi été élaborée par le pôle à vocation nationale eau et polluants, hébergé par la DREAL Hauts-de-France. Donc sont exclus des travaux du pôle l'évaluation des masses d'eau en ce qui concerne les autres thématiques, donc le volet quantitatif, l'hydrobiologie, l'hydromorphie, mais également les travaux portés par des observatoires déjà existants, donc déjà dotés en moyens humains et financiers. Avant d'aller plus loin dans la présentation, je pense qu'il est important de vous parler très rapidement de la manière dont a été co-construite cette offre de service. Une phase d'écoute a donc été menée d'avril à septembre 2022 au travers de 7 ateliers et plus d'une vingtaine d'échanges thématiques avec 38 structures, OFB, Agence de l'eau, Direction départementale des territoires et de la mer, correspondant eau et risques de plusieurs DREAL. 37 outils locaux ont ainsi été remontés par les interlocuteurs. La diversité des interlocuteurs a donc permis d'identifier les besoins utilisateurs d'une quinzaine de personas, couvrant ainsi un large panel de métiers avec leurs besoins propres et qui se révèlent être complémentaires au final. Deux logiques de travail ont également été dégagées et figurent vraiment au centre de l'offre de services qui est portée par la DREAL Hauts-de-France. C'est une logique de mutualisation et une logique d'écosystème métier. Concernant la logique de mutualisation, donc il s'agit bien du partage national d'outils locaux, aboutir à une stratégie coordonnée et coopérative des développements en évitant la concurrence entre outils existants, la mutualisation des outils entre métiers similaires et donc par exemple la convergence ICPE installation classée pour la protection de l'environnement et police de l'eau par exemple et également la simplification de l'accès aux données. À côté de cette logique de mutualisation, donc je parlais tout à l'heure d'une logique d'écosystème métier qui vise vraiment à faire travailler les acteurs sur la donnée en sortant de l'approche en silo, ce qui permettra notamment d'améliorer la qualité des données tout en veillant au droit d'accès, mais aussi de capitaliser collectivement de la connaissance. Donc actuellement, nous disposons d'une infrastructure de services pour des outils de connaissance sur les pollutions ponctuelles et diffuses. Un premier exemple d'outil versé dans le pôle à compétence nationale eau et rejets polluants porte par exemple sur la génération automatisée des rapports industrie au regard de l'environnement pour le réseau DREAL, DEAL, DREIAT, c'est-à-dire sur l'ensemble du périmètre national. Les travaux du pôle sont donc conduits selon 3 axes principaux. Généraliser l'exploitation des données pression, notamment en autosurveillance, pour établir des états des lieux en continu, croiser ces données avec les données environnementales pour améliorer la connaissance des pollutions diffuses et enfin mettre l'ensemble de ces données à disposition des publics, soit une mise à disposition brute des données, soit via des tableaux de bord taillés sur mesure en s'accompagnant et en s'appuyant sur le développement de la data visualisation. En termes d'échéance, donc le prototype devrait voir le jour fin 2023, début 2024, pardon. Alors je sais que la présentation est sans doute assez rapide, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à prendre connaissance du Padlet auquel vous aurez accès à la fin du webinaire, dans lequel vous trouverez un film de présentation extrêmement synthétique sur l'ensemble de l'offre de services et des outils qui seront mis à disposition au sein du pôle eau et rejets polluants. Et pour faire le lien avec le volet quantitatif, il faut savoir que dans le cadre de la structuration de la connaissance qui impacte le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, il y a la DREAL Occitanie qui porte, elle, une offre de service sur l'eau et là sur le volet quantitatif. Concernant l'offre de services de la DREAL Occitanie, qui sont vraiment à la première étape, à la première brique. Donc, les groupes de travail ne sont pas encore lancés. Ceci dit, moi, je suis prête à faire le lien avec l'ensemble des participants si nécessaire. Un grand merci, Cécile, justement. Et Nathalie, Elodie vous a mis dans le chat
tous les liens pour retrouver les ressources, le vidéo et tout ce qui a été cité. Donc voilà, je suis désolée Cécile, on va devoir conclure, mais merci d'être venue. Oui, non, c'est surtout que… Ouverture. Nathalie, la conclusion, je pense que c'était mon directeur adjoint Mathieu qui devait la faire. Je vais inviter Émilie et Emmanuel à me rejoindre pour la conclusion. Là, c'est la partie conclusive avec des ressources et la partie conclusive avec Émilie du CVRH, Emmanuel Duet également qui nous rejoint. Eh ben, je te laisse la parole, Emmanuel, directement. Oui, écoute, moi j'ai la lourde charge de faire travailler les participants. Donc, voilà, ça va être au tour des participants. Là, en fait, on souhaite recueillir votre retour suite à vraiment cet excellent webinaire. Et donc, pour ça, vous allez utiliser l'onglet sondage. En bas à droite, vous avez un onglet sondage. Donc, je viens de publier une première question. La première question, c'est votre réaction à chaud. Le webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Donc, vous avez le choix entre tout à fait, plutôt oui, plutôt non, pas du tout. Donc, vous choisissez votre réponse. Vous soumettez le vote et puis ça permet de voir les réponses. Donc là, voilà, vous êtes déjà presque une cinquantaine à répondre. Très bien. Alors, j'en profite pour lancer les autres questions. On a 3 questions au total. La prochaine question, parce qu'il y aura d'autres suites, il y aura d'autres webinaires et on se pose la question, un événement spécifique sur la planification écologique vous semble-t-il intéressant à programmer? Donc, je vais publier ce sondage-là. Alors, on ne dit pas sur quel format. Ça peut être du webinaire ou autre chose. Voilà, je vous invite à y répondre également. Et puis, je vais lancer ensuite la dernière question. Puis après, on va voir les résultats. Et je passerai ensuite le bâton à Émilie. Alors, la dernière question, c'est quelle thématique mériterait selon vous un événement spécifique? Donc là, vous avez le choix entre voilà, j'ai pas d'idée pour l'instant ou j'ai une idée à proposer. Et si vous avez une idée à proposer, vous la mettez dans l'onglet questions. Comme ça nous permet d'avoir un retour un peu qualitatif sur vos propositions. Parce que voilà, vous êtes les premiers acteurs et les premiers contributeurs, en tout cas, de nos interventions. Allez, je vais donner quelques stats, Émilie. Donc voilà, en réaction à chaud, ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Donc on est à 96% sur tout à fait et plutôt oui, et puis 4% sur plutôt non et pas du tout. Donc voilà, on a plutôt un score assez positif et on vous en remercie. Sur un événement spécifique sur la planification écologique, donc on est à 97% sur le tout à fait ou plutôt oui. Donc je pense qu'on table en cible en tout cas. On avait en tout cas ça dans le viseur. Et puis ensuite, sur les idées à proposer, on a 12 personnes, enfin 20% qui ont une idée à proposer. Et donc là, on ira voir sur l'onglet questions. Je vais voir s'il y en a déjà. Voilà, on a Anastasia qui propose les déchets, la matière, l'économie circulaire, les différentes briques composantes. On a Gabriel, utilisation, réutilisation des zones non conventionnelles. Enfin voilà, je pense qu'on prendra le temps de tamiser tout ça pour nous inspirer et puis toujours vous proposer des contenus qui répondent à vos attentes. En tout cas, merci bien pour avoir répondu à tous ces 3 sondages. Et puis Émilie, je te passe le relais. Merci Emmanuel et merci aussi à tous les intervenants en fait pour toutes leurs présentations pertinentes et les débats qui ont eu lieu. Je tiens aussi à remercier Nathalie Lourdel. Je voulais juste faire un petit focus justement sur cette démarche Agir pour les transitions, puisque finalement, en fait, on voit bien, c'est une démarche qui est là pour faciliter en fait la compréhension des enjeux écologiques, notamment climatiques, pour accélérer en fait les transitions environnementales, économiques, sociales dans le bassin de population en fait des Hauts-de-France. Et ça, c'est grâce à l'impulsion qui est donnée en fait par les services techniques de l'État, du ministère, du pôle ministériel, mais aux côtés des opérateurs, des agences, des établissements publics et aussi des collectivités. Et c'est cette fertilisation croisée en fait qui nous permet d'avancer et qui nous motive en tout cas dans cette démarche. Donc, on voit en tout cas qu'avec ces 142 personnes connectées, ça vous intéresse. Donc, je pense qu'effectivement, le petit sondage permettra de donner le jour, en fait, donner naissance à d'autres événements. D'ores et déjà, je fais déjà le teasing. Il y a un atelier qui est en cours de préparation sur justement gérer les émotions, en fait, négatives, notamment la colère, parce que ça peut arriver dans le cadre du portage des politiques publiques qu'on soit face à des porteurs de projets ou même, en fait, en concertation publique avec des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec nous et qui ont des émotions particulières.
faire. Donc voilà, et je tenais également à dire que cette démarche Agir pour les transitions, on peut dire que dans les Hauts-de-France, on avait un petit temps d'avance, qu'aujourd'hui, avec le déploiement en fait de tout ce qui se passe en matière de transition écologique, en matière de formation, forcément le CVRH est présent et pas seulement, c'est-à-dire qu'on est vraiment en partenariat avec l'ensemble des services de la sphère ministérielle et que ça nous motive. Voilà, je remercie vraiment tout le monde et notamment Nathalie qui a assuré le fil rouge et tous les intervenants et aussi tous les membres de l'équipe projet et l'équipe technique. Voilà, merci à tous pour votre participation et votre implication dans nos domaines d'intervention. Merci aussi de tous vos messages qui sont dans le chat. Là, on a beaucoup de retours sur le fait que c'était très intéressant avec des intervenants pertinents, actifs, une bonne dynamique. Merci des interventions. En tout cas, on a tous vos messages et ça fait plaisir aussi. Et donc, vous retrouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le chat, les liens qui ont été mis pour aller vers le Padlet, vers les ressources vidéo, vers des articles intéressants qui ont été cités par les différents intervenants, vers Adopta, tout ce qui a été cité. Vous allez pouvoir aller plus loin parce qu'effectivement, c'était court sur un sujet aussi complexe, mais vous avez tous ces éléments dans le chat. Et le replay. Le replay également. Il y a le replay. Donc, j'ai oublié, j'ai mangé l'information, mais il y a effectivement le replay qui va arriver et tout sera mis à disposition sur le netboard, en fait, avec toutes les ressources, effectivement, diaporama. Voilà, vous aurez tout vraiment à disposition. Voilà. Merci à tous.